Bonjour et merci de nous retrouver nombreux pour la suite de notre émission consacrée à Maître Dogen. En effet, à l'occasion de la parution de la biographie du maître japonais, nous cherchons à mieux connaître la vie du fondateur de l'école Zen Soto, une école âgée de 7 siècles, aujourd'hui la plus représentée dans le bouddhisme zen au Japon et qui a été diffusée en Occident, notamment avec Maître Deshimaru il y a une cinquantaine d'années. Avec nos invités Brigitte Seijo-Crépon et Pierre Dokan-Crépon, nous avions appris la semaine dernière que Maître Dogen avait très tôt cherché la voie et avait parcouru la Chine pour finir par comprendre auprès des moines que la pratique était la voie. Ce dimanche, nous allons découvrir comment Maître Dogen est rentré au Japon avec la mission de transmettre ses enseignements, ce qu'il fera à travers ses écrits et avec la construction de temples. Nous avons la grande joie de retrouver nos invités, Brigitte Seijo et Pierre Dokan. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous sur ce plateau. Alors je rappelle que vous êtes mari et femme dans la vie civile, comme au temple que vous avez fondé ensemble il y a une vingtaine d'années en Bretagne, le temple Kokaiji. Vous êtes tous les deux enseignants du Dharma, vous êtes éditeurs spécialisés dans les ouvrages bouddhiques et l'on vous doit donc cette biographie de Dogen parue au Japon en manga que vous avez fait traduire et publier pour les francophones ici en France. Alors, on avait vu la semaine dernière à peu près la moitié de la vie de Dogen, entre le Japon, sa naissance, la Chine où il a trouvé son maître. Qu'est-ce que Dogen signifie ? Dogen signifie l'origine de la voix, la source de la voix. C'est son nom de moine. C'est son nom de moine qu'il a reçu à l'âge de 13 ans quand il a reçu l'ordination de moine. Alors on a vu qu'il avait donc trouvé le maître qui lui convenait en Chine, mais qui pourtant ne l'a pas laissé s'installer en Chine, qui lui a dit de rentrer au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors il est retourné à Kyoto au temple Kenninji, un temple qu'il avait fréquenté avant de partir en Chine. Et ça faisait 4 ans donc qu'il était parti. L'atmosphère de ce temple s'était nettement relâchée. L'abbé avait changé, les moines étaient très laxistes, dormaient en zazen, étaient très négligents. Et Dogen, qui avait reçu l'enseignement de Maître Nyojo, qui était extrêmement rigoureux et sévère, était quand même assez étonné de voir ce changement. Donc, il a décidé de commencer à écrire, effectivement. Il a écrit un texte qui s'appelle le Fuken Zazengi, qui est l'instruction universelle pour la pratique de zazen. Il a fait circuler ce texte et il a commencé à avoir des ennuis justement avec ce texte parce que la pratique qu'il apportait était différente de celle qui était enseignée à l'époque dans ce temple. Oui, une incompréhension des autres moines et puis peut-être même une hostilité, Pierre. Oui, alors en fait, il s'est heurté pendant toute sa mission, enfin, à 2 aspects. D'une part, ce qu'il apporte, c'est donc que la pratique égale l'éveil. Or, dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas parce qu'il y a aussi des moines qui pratiquent de façon politique ou choses comme ça, mais disons, de ceux qui cherchent la voie, ils pratiquent pour atteindre l'éveil. Alors, ça a l'air pas très différent, mais en fait, c'est une différence fondamentale entre considérer que la pratique est l'éveil et la pratique pour atteindre l'éveil. Alors, il y a cette incompréhension des moines, d'une part, et d'autre part, le Kenninji, ce temple-là, où en général le bouddhisme de l'époque est donc tenu par ce fameux mont Yei et les moines Tendai, qui voient d'un très mauvais œil tous les réformateurs. Et Dogen va avoir des ennuis, comme les autres réformateurs qui croiront au midisme ou au Nichiren. Tout le monde va avoir des ennuis avec le bouddhisme institutionnel. Et donc voilà, ça va être les deux points. Il aura du mal à convaincre ses disciples que la pratique est éveil, et d'autre part, il va être obligé de s'enfuir plusieurs fois à cause de la pression des moines du Mont Yei, des moines Tendai. Ce qui fait qu'il va finir par construire lui-même un temple, enfin lui-même. Voilà. Alors il va être obligé de partir, il est obligé de quitter le Kenninji, il est chassé du Kenninji, et donc il va dans plusieurs temples en fait. Il y a un point important qui va énormément l'aider, c'est par l'intermédiaire, parce qu'il vient quand même de la haute aristocratie, de sa famille, il va rencontrer le seigneur Atano, qui est le gouverneur des provinces de l'Ouest, donc quelqu'un de très important, et qui va le soutenir tout le temps. Qui sera son mécène. Ça sera son mécène à partir de... Tout seul, il ne serait sans doute pas arrivé. Enfin, bon, on ne peut pas savoir. Mais il a vraiment eu quelqu'un qui était derrière, qui était puissant, à la fois financièrement et militairement. Et donc, il a soutenu. Alors, quand il a été chassé du Kenninji,
d'abord, il a été dans un petit temple, Dogen, et ensuite, ils ont créé ce premier temple de Koshoji. Oui. À quel endroit? C'est à Au Uji. sud de Kyoto, Une quinzaine à quelques kilomètres de Kyoto au sud. Une quinzaine de kilomètres. On peut visiter toujours d'ailleurs. C'est un temple qu'on peut visiter, mais qui a des caractéristiques zen, justement. Oui, alors là, c'est le premier temple. Donc, Dogen, il amène plusieurs choses. Il a amené aussi l'aspect architectural, enfin, de l'architecture des temples qu'il y avait en Chine, avec ce qui n'existait pas au Japon, une salle qu'on appelle Hatto, qui est la salle d'enseignement. Normalement, avant, il y avait la salle de Bouddha, de vénération du Bouddha. Et là, il crée une salle d'enseignement dans un endroit où on fait des enseignements. Et le Sodo, qui est la salle des moines, l'endroit où les moines pratiquent zazen et dorment. Et donc, dans ce temple de Koshoji, ça va être la première fois au Japon qu'est créé ce type d'architecture. Et pour Dogen, il dit que ce sont les bonnes conditions pour la pratique. En fait, dans le Sodo, les moines dorment, font zazen, mangent. En fait, ils y passent pratiquement leur vie, quoi. Et c'est un entraînement à la pratique de la voix. Alors, vous parlez des moines qui sont dans ce temple, mais il y a aussi des laïcs. Quel public reçoit-il? Alors, quand il est à Koshoji, qui est donc à quelques kilomètres de Kyoto, mais il y a une petite ville à côté, sans doute. Enfin, bon, il y a un peu c'est pas complètement perdu. Il y a des laïcs qui viennent. Hein. Koshoji est une période qui dure une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui. Une dizaine d'années. Où là, il aura des disciples à la fois hommes, femmes. Il écrit d'ailleurs un texte où il dit bien que homme, femme, par rapport à la voix, c'est pareil, ce qui est quand même précurseur à l'époque, et laïc et moine. Donc c'est vraiment la période Koshoji, c'est une période très ouverte, et c'est là où il commence à rédiger. Il commence à écrire, hein, il commence à écrire des textes. Alors, parfois, ces textes sont demandés par des laïcs. Par exemple, il a un disciple laïc qui habite très très loin, qui lui demande un texte pour suivre ses enseignements. Et parfois, ce sont des moines. Et puis, il écrit beaucoup. Il écrit des fois plusieurs textes par an. Et il commence donc le Shobogenzo. Donc, il y a les textes du Shobogenzo, mais il y a aussi d'autres textes. Est-ce qu'on sait comment il s'y prend pour enseigner, justement? Alors, il y a plusieurs. Il enseigne de plusieurs façons, de façon informelle, mais aussi il instaure ce qui s'appelle Jodo, qui sont des instructions solennelles. C'est-à-dire qu'ils vont dans ce bâtiment, justement, qui est la salle d'enseignement, où il monte sur une chaire, il a un chasse-mouche, il fait des déclarations très solennelles. Et ça, c'est quelque chose qu'il avait vu en Chine, mais qui n'existait pas au Japon. Donc il y a vraiment il amène vraiment beaucoup de choses. Il y a le fond de l'enseignement, donc pratique égale éveil, mais il y a aussi l'architecture, il y a la façon d'enseigner. Voilà, c'est tout ça. C'est la tradition chinoise qui l'amène, qui retransforme un peu. Mais je veux dire, c'est un réformateur, mais il est traditionnaliste aussi, Dogen. Oui. Et ça va lui créer énormément d'ennuis. Alors justement, il va devoir là encore quitter ce temple de Koshoji. Les moines guerriers du mont Hiei qui veulent carrément incendier le temple Koshoji. Et son protecteur, le seigneur Hatano, le prévient et ils partent pour le nord, disons, du Japon, pour le domaine du seigneur qui est à Echizen. Echizen, qui est la province de Fukui maintenant. Alors, qui est un endroit de neige. Voilà, c'est ça, c'est magnifique. C'est dans les montagnes, les petites montagnes. Là où il va s'installer, c'est à peu près à 800 mètres, je pense, à Eiji. Mais c'est des montagnes vraiment magnifiques, où c'est très humide. C'est-à-dire que l'hiver, il neige beaucoup. Et quand c'est pas l'hiver, il pleut. Mais il y a beaucoup de neige et c'est les 2 premières années qui seront au fin fond de la montagne. Et ils vivront dans des ermitages où le toit risque de s'écrouler tellement il y a de neige. Et donc, les conditions de vie sont très rigoureuses, très difficiles, mais ça convient complètement à Dogen, c'est son tempérament d'être rigoureux. Et il est complètement émerveillé par la nature. Et c'est très bien rendu d'ailleurs sur les planches du manga, les paysages de neige, paysages des pruniers en fleurs au printemps, paysages de montagne, il dit, et ça l'inspire complètement. Et là, il y a tout son côté, son bagage poétique qui ressort.
Et il exprime le dharma par les poèmes. Et quand il voit ce paysage de montagne, il dit la montagne et la vallée est le visage du Bouddha, le son de la rivière est la voix du Bouddha. Et ces enseignements du dharma sont complètement poétiques, deviennent complètement poétiques. Et il continue à écrire et son enseignement se transforme encore là. Justement, il y a une pratique nouvelle qui émerge dans ce temple. La pratique est la même, mais là, c'est plus pour les moines. Là. Donc, les laïcs n'ont pas tellement suivi. C'est une région vraiment où il n'y a pas grand monde. Et donc, ce sont les moines surtout qui pratiquent avec lui. Donc, ça va devenir encore plus rigoureux. Il va instituer aussi des règles monastiques. Mais pour revenir à ce que disait Brigitte, c'est là que c'est vraiment bien rendu dans ce manga. Il y a des textes quand on lit le Shobogenzo, il y a des moments très poétiques. Mais là, quand on les voit en image, on comprend mieux. Oui, on comprend complètement. Ça éclaircit l'influence de la montagne, de ce paysage, de cet environnement. Oui. Et donc, en tout cas, là, d'abord, ils vont être dans ces ermitages. Et là, le seigneur Atano va de nouveau lui construire, il est infatigable, cet Atano, il va lui construire un autre temple qui va devenir, après, Heiji, qui continue maintenant. Oui, avec les mêmes règles monastiques. Et c'est ça qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Le Heiji actuel ou le Koshoji actuel, les temples ne sont pas ceux de Dogen. Ça a eu le temps de brûler et d'être reconstruit plusieurs fois au cours des siècles. Bien sûr. Alors pour conclure, comment se termine la vie de Dogen ? Eh ben, il tombe malade alors qu'il est assez jeune, puisqu'il va mourir à l'âge de 53 ans. C'est rythmé, 13 ans, il devient moine, 23 ans, il va en Chine, 33 ans, il est à Koshoji, 43 ans à Heiji, et 53 ans, il décède. Il décède à Kyoto, sa ville natale, chez un laïc qui l'accueille, et il vient là pour se faire soigner, mais il décède. Et quel est l'héritage de Dogen aujourd'hui ? C'est tout le Zen Soto vient de lui, parce que c'est ce qu'il a amené de Chine, mais qu'il a en même temps transformé. Parce que cette pratique égale éveil, c'est lui qui l'a dit aussi clairement. Même en Chine, c'est pas dit aussi clairement. C'est vraiment lui qui l'a dit aussi clairement. Et ce qu'on continue, nous, ce qu'on a reçu de maître Deshimaru, mais ce que les personnes qui, en France, commencent la pratique avec des maîtres occidentaux, c'est exactement la même chose qui s'est transmise. Vraiment toute la pratique, que ce soit le fondement pratique égale éveil ou la façon de faire, ça vient de Dogen. Merci beaucoup Pierre et Brigitte Crépon d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur la vie de Dogen. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de livres en rapport avec notre émission. Tout d'abord, bien sûr, Dogen, Maître Zen de Ryodo Awaya et Fumio Isamatsu, édition Le Prunier Sully. Il s'agit donc de la biographie de Dogen en manga. Plus de 300 pages donnent à voir les moments clés de la vie du fondateur de l'école Zen Soto. Vous avez pu en voir certaines planches durant notre émission, un livre destiné à tout public. Les enseignements du maître zen Dogen, traduit et commenté par Kengan Denis Robert, édition Sully. Il s'agit des notes prises par l'un des fidèles disciples de Dogen quand celui-ci enseignait au temple de Koshoji, près de Kyoto. Il y est question de la pratique, de la discipline qui conduit à la voie et des difficultés pour y parvenir. Et puis la pratique du zen par maître Taizen Deshimaru chez Albin Michel. Cet ouvrage explique Zazen, la pratique de la posture d'éveil dont l'enseignement est particulièrement ancré dans le concret. Maître Deshimaru, qui fut suivi par toute une génération d'occidentaux dans les années 70, ajoute ici la traduction de 2 textes sacrés du zen, dont le Sandokai. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant tout un mois sur France TV. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.